De se revoir, de se repincer. Merci beaucoup. Et puis là, comme je le disais au début de l'émission, qu'on allait recevoir le chef du Parti conservateur du Québec, M. Adrien Pouliot, qui est là, qui est arrivé. Il est allé se chercher un verre d'eau lui-même. Alors là, vraiment, j'en parle. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas en parler. Merci d'être là, M. Pouliot. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, alors on va essayer de parler un peu du Parti conservateur du Québec. Je ne sais pas si nos auditeurs, on n'a jamais eu d'invité ici pour parler de ça. Il va parler de ça. Ça fait pas longtemps qu'il est le chef du parti. Il va nous parler de ça. Et à nos auditeurs, il a un parcours très, très, très impressionnant. Je suis allé sur son site pour chercher sa biographie. Combien de pages? Plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine de pages. Oui, il a étudié le droit à l'université de Sherbrooke où il a remporté le prix du barreau. Il est devenu ensuite avocat en 1979. Il a pratiqué le droit corporatif et commercial au sein du prestigieux cabinet qu'il vit Renault, maintenant Norton Rose Fulbright à Montréal, où il acquiert une expérience en fusion. Il a fait partie, on va revenir au fur et à mesure de la conversation, de l'entrevue, sur son parcours personnel. Mais ma première question, je lui dis d'abord merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Je dégage un peu mon micro pour qu'on puisse se regarder. Depuis quand le virus de la politique vous a piqué? Vous êtes un homme d'affaires, vous venez du milieu des affaires. Oui, je viens du milieu des affaires, mais le virus, comme vous dites, la piqûre de la politique vient d'assez longtemps. En fait, mon père était un homme d'affaires lui aussi, initialement ingénieur, mais est devenu homme d'affaires. Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les politiques publiques. Donc, le dimanche soir, dans les soupers de famille, on parlait un peu d'affaires, mais on parlait beaucoup de politique publique. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, devrait pas faire? Et donc, il m'a initié on s'est initié, j'ai 4 frères, et donc on s'est tous initiés assez rapidement à être critiques sur le genre de politique publique qu'on avait au Québec. Mon père était en télévision, il a parti la station de TVA à Québec dans les années 50, et même il faisait des éditoriaux. Donc, à tous les matins, à 9 h le matin, il se réunissait avec son groupe de direction et il préparait un éditorial qui était lu par un lecteur le soir. Et moi, j'étais même abonné à recevoir par la poste. Évidemment, dans ce temps-là, il n'y avait pas de courriel ou il n'y avait pas de fax. Alors donc, je recevais l'éditorial 2-3 jours après. Je ne vous coupe pas la parole. Dans votre parcours professionnel, si vous avez fait du média, la communication, télécommunication. Oui, beaucoup, oui. Donc, c'est un peu là, vous avez pris ça du côté de votre père. Oui, absolument. Oui, comme vous avez dit, j'ai pratiqué le droit un peu, mais je me suis joint à l'entreprise de mon père en 1985. Et donc, j'ai un parcours d'homme d'affaires en télévision avec initialement CFCF 12 à Montréal, dont on était propriétaire. Ensuite, on a démarré Télévision 4 saisons en 1986. Et donc, j'ai été à la tête de cette entreprise-là finalement en 1997, où on a vendu l'entreprise à Vidéotron. Puis ensuite, j'ai continué dans d'autres entreprises, mais ma piqûre politique, disons que je l'ai exercée un peu plus vers la fin des années 90, alors que j'étais impliqué beaucoup avec Télévision 4 saisons. Je réalisais que les syndicats avaient une présence médiatique qui était complètement disproportionnée par rapport à d'autres présences médiatiques et les syndicats qui ont toujours tendance à pousser des idées de gauche, d'interventionnisme étatique. Là, vous allez vous mettre tous les syndicats sur le dos. Hein? Ah oui, mais ça ne me dérange pas. Là. Moi, je suis pro-syndiqué. Je ne suis pas anti-syndicat, je suis pro-syndiqué. Et donc, les syndicats avaient vraiment toujours le micro. Quelle est la température demain? On va aller demander au président de la CSN. Qu'est-ce que vous pensez de telle chose? On va aller demander au président de la FTQ. Alors, on a parti un groupe de gens, l'Institut économique de Montréal, qui est un institut de recherche qui avait pour but de démontrer que l'État n'a pas réponse à tout et que le marché libre, le free market, est capable de répondre à la plupart de nos préoccupations quotidiennes. Alors, donc, ça m'a encore plus, si on veut, lancé dans la... C'est pas nécessairement l'aspect politique, mais c'est les politiques publiques. Et donc, comme cofondateur, j'ai été président du conseil pendant 8 ans, sur le conseil d'administration de l'Institut pendant 12 ans. Et cet institut est vraiment reconnu à travers le monde maintenant comme étant un des plus prolifiques compte tenu de sa taille. Évidemment, c'est une relativement petite taille. C'est pas resté à l'État national. Non, national, c'est devenu... c'est-à-dire que, voyez-vous, l'Institut reçoit génère à peu près 4000 présences médiatiques au Québec par année.
4 000, c'est quand même beaucoup. Là, c'est beaucoup. Ça. C'est plus que 10 par jour en moyenne. Oui. Donc, un beau succès avec l'Institut économique de Montréal, mais ça demeure un institut. Et donc, ça demeure une boîte pour générer des idées. Mais ça prend ensuite un parti qui va vouloir implanter ces idées-là si on pense que ce sont les bonnes idées. Et donc, je me suis joint à l'ADQ en 2011 parce que je voulais que les idées plus, ce que j'appellerais, entre guillemets, à droite, donc des idées de liberté individuelle, de droit et liberté individuelle, soient implantées. Et c'est pour ça que je me suis joint à l'ADQ en 2011, jusqu'à temps que la fusion avec la CAQ et M. Legault fasse disparaître l'ADQ. Moi, j'étais contre cette fusion-là. Mais bon, il y a eu un vote démocratique et la fusion a eu lieu. Et donc, je me suis retrouvé un peu orphelin politique. Je trouvais que ni les libéraux, ni la CAQ, et encore moins le PQ... on va continuer de l'orphelin politique. On va continuer avec ça juste après la pub. On va en pub et puis on revient après les quelques 2 minutes de pub. Les pubs, c'est important pour faire de l'argent. Ouais. Faites la fête au bas prix. Avec MoneyGram, vous pouvez envoyer de l'argent en Afrique à partir de seulement 10 $. Pour 10 $, vous pouvez envoyer jusqu'à 100 $ à vos proches en Afrique. Si vous souhaitez en envoyer un peu plus, les frais sont de 12 $ pour envoyer jusqu'à 300 $. Non seulement ils apprécieront l'argent que vous leur envoyez, mais ils apprécieront également l'aspect pratique. MoneyGram dispose maintenant de plus de 11 000 endroits en Afrique où ils peuvent collecter l'argent, tels que Banque Atlantique, UBA, Crédit Agricole et BSIC, pour n'en citer que quelques-uns. MoneyGram. Le choix est entre vos mains. Venez dans un des bureaux de Poste Canada aujourd'hui pour envoyer de l'argent en Afrique à partir de seulement 10 $. En plus des frais de transfert, un taux de change peut s'appliquer. Vibrez au rythme de la Foire africaine de Montréal en direct du Palais des Congrès du 2 au 5 mai. 125 exposants vous feront découvrir des produits et services dans les domaines de l'art et la culture, la gastronomie et l'alimentation, les associations et organismes, l'emploi et la formation et les services professionnels. Au menu, conférences, expositions et animations. Du 2 au 5 mai, c'est la Foire africaine de Montréal, le grand rendez-vous international valorisant à caractère économique et culturel. Info sur foireafricaine-de-montréal.com. Envolez-vous vers les rythmes ensoleillés des soirées latines de la mythique Maison du Jazz. Tous les mercredis soirs, venez goûter l'ambiance chaleureuse des rythmes latino-américains interprétés par les meilleurs musiciens d'ici et d'ailleurs. Pour un souper entre amis et une soirée au rythme torride, rendez-vous tous les mercredis soirs pour nos soirées latines. La Maison du Jazz, c'est le paradis du jazz, situé au 2060 rue Elmer. maisondujazz.ca. Lorsque le décès d'un proche arrive, rien n'est plus important que la confiance envers une entreprise funéraire de bonne réputation. Depuis 4 générations, la famille Poirier accueille les Montréalais de toutes origines dans le respect de leurs coutumes. Évitez les conflits et ayez l'esprit en paix. Confiez votre planification funéraire à Magnus Poirier, une famille au service des familles depuis 1923. www.magnuspoirier.com. L'Orchestre métropolitain et son chef Yannick Nézet-Séguin vous invitent à accueillir l'émotion. Pour cette 33e saison, Yannick Nézet-Séguin vous offre une programmation remplie de moments privilégiés, de premières et de rencontres exclusives avec notamment Hélène Grimaud et Marie-Nicole Lemieux. Des chefs invités, des musiciens passionnés et des solistes renommés. Ne manquez rien. Abonnez-vous dès maintenant pour aussi peu que 124 $. Programmation détaillée sur orchestremétropolitain.com. Vous êtes toujours à l'écoute de Rythme d'Afrique sur les ondes de CIBL 105 FM Montréal, 16h32. On va continuer avec notre invité. Il était en train de parler d'orphelin politique. Oui, la CAQ, la fusion avec l'ADQ. Pourquoi vous vous êtes senti orphelin? Parce qu'ils se sont associés à la CAQ. Moi, je pense que François Legault est un imposteur. Je pense que c'est quelqu'un qui se dit de droite, donc moins d'impôts, moins de réglementation, plus de place à l'initiative privée. Mais quand on regarde finalement ce qu'il fait, il finit par se qualifier lui-même de gauche efficace. Donc il pense qu'il est capable de mieux gérer l'État obèse, pathologiquement obèse qu'on a au Québec.
qui est capable de mieux gérer que Mme Marois ou que M. Charest. Et moi, je pense que non. Je pense que à 72 milliards et des dizaines et des dizaines de milliers de fonctionnaires, on n'est plus capable vraiment de gérer l'État comme il faut. Alors donc, il faut réduire la taille de l'État et faire plus confiance au génie des Québécois, à leur esprit d'initiative, à leur débrouillardise pour résoudre leurs problèmes quotidiens, plutôt que toujours se fier à l'État et à notre gouvernement qui nous infantilise avec des solutions qui s'appliquent à tout le monde et qui finalement, c'est ce genre de solutions qu'on essaie d'appliquer depuis 40 ans au Québec et qui nous ont mené au fait qu'aujourd'hui, on est la province pratiquement la plus endettée, la plus réglementée et la plus taxée en Amérique du Nord. Puisque vous y êtes, d'une pierre deux coups, vous parlez de dette. Il y a Pauline Marois qui promettait de supprimer la contribution de santé des $200. Non seulement, elle n'en fait rien, mais les taxe les citoyens de cette contribution sous forme cachée dans les retours d'impôts. Ça appauvrit davantage les familles déjà pauvres, de toutes les façons. Et puis surtout les femmes qui gagnent moins que les hommes. Que dit et fera le PCQ à ce sujet si vous arrivez là au pouvoir? Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? On nous fait comprendre qu'on nous cache là dans les retours d'impôts, c'est $200. Oh oui, c'est un autre. Ils appellent ça la contribution santé parce qu'ils n'osent pas appeler ça c'est une taxe. C'est une autre taxe. Et on est parmi taxe voilée quelque part. C'est une taxe voilée et on est parmi les plus imposés. Vous savez que l'Institut Fraser, qui est un institut de Colombie-Britannique, a inventé ce qu'on appelle la journée de la libération des contribuables. Alors, après combien de mois dans l'année est-ce qu'on arrête de travailler pour le gouvernement et qu'on commence à travailler pour nous-mêmes? Et donc, cette journée de libération-là pour le Québec, c'est au mois de juin. Ça veut dire qu'on travaille 6 mois par année en moyenne pour payer nos taxes. Oui. C'est incroyable quand même. Pour remplir les caisses de l'État. Oui. Quand on regarde les dépenses de la famille moyenne, prenons une famille là, qui... les 2 parents travaillent, puis mettons qu'ils font ensemble 80 000 $ par année. Là, c'est assez moyen quand même. Là, 45 47 même des 80 000 $ dans les caisses de l'État. C'est incroyable. C'est plus ça que ce qu'on dépense pour se loger, pour se nourrir et pour s'habiller. C'est incroyable. Alors donc, le Québec est vraiment en train d'étouffer sa classe moyenne. Et donc, le 200 $ de Mme Marois, ça fait partie du problème, mais ça ne fait qu'illustrer que le gouvernement est un ogre étatique tout le temps affamé. Et on voit très bien que les politiciens ont beaucoup de difficultés à arrêter la machine. Ils veulent acheter des votes. Ils pensent qu'ils sont capables d'acheter des votes, mais finalement, on regarde l'état de la situation de l'économie au Québec, puis c'est désolant. Alors, il faut vraiment un changement de cap pour le Québec. Il faut pas changer le chef, il faut changer la recette. Moi, je trouve que depuis 40 ans, on change le chef. C'est toujours des politiques de gauche. Oui, c'est toujours les mêmes recettes. C'est toujours la même recette. Appliquées, oui. Oui, puis M. Legault, finalement, lui aussi, mettons qu'il y a peut-être un chapeau différent des autres chefs, mais c'est toujours la même recette. On aura jamais bien, c'est ce qui fait que j'ai dit au début. Il faut changer la recette au Québec. C'est votre premier passage, c'est pas le dernier. On aura l'occasion d'aller plus en détail, comme vous le savez. Mais j'aimerais moi juste intervenir une petite question. Parce que vous êtes le chef du Parti conservateur du Québec. Et pour nos auditeurs, car nous avons beaucoup d'auditeurs immigrants, étrangers, africains, comment et quel est votre rapport, quel est votre rapprochement avec le Parti conservateur du Canada, dont en tête notre cher M. Harper? Alors, quel est votre rapprochement? Quelles sont vos lignes qui sont... Parce qu'on va dire Parti libéral du Québec, Parti libéral du Canada, ils ont quelques points communs, même plusieurs, notamment en majorité. Alors, vous, lesquels, les vôtres? Est-ce qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas d'accord? Et comment vous définissez par rapport à ça pour que nos auditeurs nous écoutent? Oui, d'abord, il n'y a pas de lien formel entre le Parti conservateur du Canada et le Parti conservateur du Québec. Bon. Pas plus d'ailleurs que de lien formel entre le Parti libéral du Québec et le Parti libéral du Canada. C'est pas Justin Trudeau qui va dire à Philippe Pouillard quoi faire, puis c'est pas Stephen Harper qui va dire quoi faire. Mais leurs grandes idées sont quand même communes. Alors donc, il y a des atomes crochus sur certaines idées. Moi, je dirais surtout au niveau de l'économie. Donc, nous, on est des conservateurs fiscaux. Donc, on veut une réduction de la taille de l'État, on veut baisser les impôts, baisser les taxes, baisser la réglementation, encourager l'entrepreneuriat privé. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Par contre, nous, je dirais, au niveau social ou moral, on n'est pas des conservateurs de ce côté-là. Donc, nous, on est pour les droits et libertés individuelles et la responsabilité individuelle. Je veux dire, les deux vont ensemble.
Alors donc, on se mêle pas de questions morales, le mariage gay, l'avortement. Nous, on est pro-choix et on pense que c'est une responsabilité qui revient à chaque personne. Donc, du côté moral, on n'est pas ce qu'on... Souvent, on pense que les conservateurs sont des gens qui veulent utiliser le pouvoir coercitif de l'État pour imposer leur vision de la moralité. Nous, on n'est pas comme ça. Par exemple, en immigration, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont des immigrants ici. Oui, nous, puisque vous y êtes, les immigrants, notamment les Africains, et la plupart du temps, ils arrivent ici avec minimum le DEC. C'est très important. J'en avais parlé d'ailleurs avec Ludovic, dont je fais allusion. Vous avez nommé un Africain comme le président national de votre commission de financement. Oui. Quels sont vos rapports avec la diaspora africaine? Moi, Ludovic, il est président de la commission du financement parce que je pense que c'est le meilleur gars. La couleur de la peau m'importe peu. Alors, là aussi, on se distingue un peu de ce que les gens se font comme idée des conservateurs. Nous, au niveau de l'immigration, on pense que si on est capable d'aller chercher des bons talents, des gens qui ont des compétences pour venir enrichir, je pense pas seulement au niveau monétaire, mais que ce soit au niveau culturel, au niveau social, si on peut encourager les gens à venir ici, des gens qui ont du talent, bravo, moi je suis bien ouvert à ça. Il faut évidemment avoir les structures d'accueil que ça prend. Et il faut bien choisir nos immigrants aussi, parce qu'on veut pas... Je pense ce qu'on a fait au Québec, c'est pas tout à fait correct, je trouve. On a permis à des gens d'immigrer ici, justement, comme vous dites, avec des DEC, puis on leur... Des ingénieurs, des médecins. Qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Il y a beaucoup de ces gens-là qui ne sont pas capables. Oui, qui conduisent des taxis. C'est ça, qui ne sont pas capables ils sont à l'usine. Oui, et donc, quelle perte de talent, quelle perte pour la société québécoise de ne pas pouvoir utiliser ces talents-là. Alors, moi, je pense qu'il faut s'assurer que, d'abord, si vraiment les diplômes sont équivalents, puis je sais pas, moi je connais pas assez ça, mais il faut que les universités de France ou d'Afrique décernent des diplômes qui sont vraiment des équivalences et non... Aujourd'hui, on peut acheter un diplôme universitaire sur l'Internet pour 45$. Là, on ne parle pas de ça. Mais la plupart ont fait les études en France. C'est ça. Alors, voilà. C'est ça. Alors, si ces gens-là ont une équivalence, je m'objecte, ça me peine de voir que le Collège des médecins ou que les associations corporatistes empêchent les gens d'entrer ici puis de pratiquer leur métier. Alors, je trouve ça triste. J'en connais des médecins français ils arrivent ici, puis ils avaient l'impression qu'ils pourraient pratiquer, puis ils sont qui ont déjà servi plus de 10 ans en France, dans les autres pays d'Europe, avant d'arriver ici. Oui, et puis comme si pour nos auditeurs qui nous écoutent, on sait qu'il y a beaucoup d'Africains ici. Les Africains sont très nombreux à Montréal. Seulement la communauté congolaise des deux Congos réunis, c'est plus de 20 000 ressortissants. Oui, puis c'est des gens éduqués, là. C'est des gens qui sont très éduqués. Très éduqués, sans compter les Camerounais, les Ivoiriens, toute la communauté de l'Afrique noire ou bien maghrébine. Mais ceux-là, vous savez que c'est une force électorale, non négligeable, mais qui ne s'implique pas en politique. Qu'est-ce que votre parti, vous, en tant que chef du Parti conservateur du Québec, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les attirer, pour qu'ils s'intéressent, ils s'impliquent? Oui, d'abord, on vient à CIBL. Hein? Oui. C'est un premier petit pas. Oui, c'est ça, mais c'est pas important parce que CIBL est bien occupé. Et moi, je pense que les Africains noirs qui sont ici à Montréal n'ont pas vraiment des préoccupations qui sont bien différentes que le Montréal normal, qui paye son 45-50% d'impôts, qui attend 24 heures à l'urgence à Montréal, qui envoie son enfant à l'école et qui se fait dicter par la commission scolaire où envoyer son enfant, qui voit que ses enfants ont des programmes, vont à l'école, puis apprennent pas leur français comme il faut, sont pas capables de parler ou d'écrire leur français. Ça, c'est la préoccupation de tous les Québécois, là, alors donc, il peut y avoir parfois, c'est sûr, peut-être plus d'intérêt sur certains points particuliers, mais je pense que la communauté noire africaine de Montréal a les mêmes préoccupations que nous. On veut avoir un Québec plus fort, plus économiquement prospère. Donc, on veut être capable d'élever nos enfants. On veut être capable que nos enfants... On veut de l'espoir pour nos enfants. On veut des débouchés. Là, aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile de joindre les deux bouts pour une famille de classe moyenne. Alors, il faut vraiment... Moi, je pense que l'économie, d'abord et avant tout, c'est quelque chose qu'il faut encourager, puis pas n'importe quelle, pas une économie socialiste planifiée à Québec qui nous dit où investir, où dépenser, comment investir. Ça prend une économie qui est une économie de marché
où il y a plus de liberté. Avant de continuer, Myriam, on va passer un peu de musique pour lui permettre de respirer un peu. Là, tout de suite, il a pris son verre d'eau. Jean-Marie, un peu de musique. Voilà, ça nous permettra de souffler un peu. On va du côté de l'Afrique du Sud. Non, de Madagascar. Avec Razia Saïd. Yo, yo, yo. Merci Jean-Marie. On était à Madagascar avec Razia Saïd, qu'on a eu la chance d'avoir ici l'année passée d'ailleurs, au festival Nuit l'Afrique. Razia Saïd, très belle femme. Ouais. C'est ce qu'on retient de la part des hommes. Très belle voix, très belle musique, très bonne danseuse d'ailleurs. On va continuer avec notre invité, monsieur Adrien Mais Pouliot. justement, Fulgence, j'aimerais enchaîner quelque chose pour M. Pouliot, parce qu'on parlait de l'immigration et on parlait de ces gens, donc, où il dit un immigrant, ses préoccupations, c'est comme un Montréalais. Ouais. Je suis bien d'accord. Sauf que le problème de l'immigration, quand elle est ici, moi je suis là depuis 17 ans, d'accord? Et on remarque en général que c'est des gens qui ont de la difficulté à s'intégrer au Québec. D'ailleurs, il y a beaucoup d'immigrants, que ce soit des Occidentaux ou des Africains, peu importe, qui repartent chez eux. Ils viennent, ils font un essai pendant 3-4 ans, ils souffrent, puis ils finissent par partir. Et je me dis, quelle est la différence de votre parti? Vous, comment vous allez vous adresser à eux pour leur dire, à ces auditeurs qui nous écoutent, et leur dire, qu'est-ce qui est différent avec vous dans votre parti par rapport aux libéraux, justement, par rapport aux adéquistes, par rapport aux péquistes qui s'adressent à eux et qui les oublient souvent ou les rejettent, ou rejettent la faute d'un manque de souveraineté parce qu'ils n'ont pas bien voté. J'étais là en 95 sous la tribune. J'étais là sous la tribune. Alors, qu'est-ce que vous donnez de différent à ces gens qui vous écoutent et que vous devez, comme il dit, aller chercher à un moment donné, les intégrer à la société pour que cette société fonctionne? Bon, d'abord, nous, on est, rien que pour être bien certain qu'on se comprend tous, nous, on est fédéralistes. Oui. Donc, on va oublier tout de suite le PQ, là. Nous, on est fédéralistes. Alors, la différence entre nous et le Parti libéral, parce que finalement, la CAQ, le chef est un ancien péquiste, alors on oublie la CAQ aussi, mais la différence entre nous et le Parti libéral, je pense, c'est que, encore une fois, nous, foncièrement, on fait confiance aux individus. On fait confiance aux Québécois, quelle que soit leur origine ethnique, qu'ils soient des immigrants ou des Québécois de souche, peu importe, on leur fait confiance. Et donc, on pense que le gouvernement n'a pas besoin de nous imposer à mort, presque à 45-50%, pour ensuite de ça nous dire quoi faire avec notre argent. Donc, nous, on encourage la liberté et les droits individuels, on encourage l'initiative individuelle, on encourage les gens. Ce qu'on veut, c'est baisser les barrières à l'entrée de façon à ce que ça soit plus facile. Puis là, je parle autant pour les immigrants que pour les Québécois. C'est plus facile d'atteindre leurs rêves, puis de faire ce qu'ils veulent faire.
Alors que ce soit le petit cordonnier qui voudrait se partir une petite boîte, ou le coiffeur, ou celui qui veut investir dans le marché immobilier, on veut baisser les barrières de façon à ce que les gens puissent exercer leur talent. Le gouvernement libéral, c'est un gouvernement interventionniste qui pense que les fonctionnaires à Québec sont, lorsqu'ils deviennent fonctionnaires, sont tout d'un coup, deviennent plus intelligents que tout le monde. Et c'est un gouvernement interventionniste. M. Charest nous avait dit en 2003, quand il est arrivé au pouvoir, je vais faire la réingénierie de l'État. Et il n'a absolument rien fait. Et sous sa gouverne, la dette du Québec est passée de 120 milliards à 180 milliards. C'est 50 de plus. 50 de plus. Pour nous, il ne reste pas assez de temps, mais j'ai une petite dernière question avant de conclure. Il y a Philippe Couillard qui dit signer la Constitution du Québec s'il devenait Premier ministre. Que pense le PCQ à ce sujet? Quelle est votre position, vous? Bon, alors, nous, comme je disais tantôt, on est fédéralistes, donc on pense que les Québécois sont capables de s'épanouir à l'intérieur du Canada et d'ailleurs à travers le monde, parce que ce sont des gens qui ont du talent et qui sont débrouillards. Et on le voit avec le Cirque du Soleil, on le voit avec Céline Dion. Alors donc, on a confiance aux Québécois et on pense qu'ils peuvent bien s'épanouir au Canada. Maintenant, aujourd'hui, là, on bénéficie de la Constitution canadienne. Hein? Je veux dire, on a la Charte des droits et libertés du Canada, elle s'applique ici. On reçoit 8 milliards de péréquations. Donc, on bénéficie de la Constitution canadienne, même si on ne l'a pas physiquement signée. Alors, oui, on peut bien la signer, là, mais ça ne change rien dans ma vie. Et le problème, évidemment, c'est que si on commence à réouvrir les discussions constitutionnelles, on s'embarque encore dans des chicanes qui finiront plus. Puis en bout de piste, qu'est-ce que ça donne? Ça ne donnera pas grand-chose. Alors qu'il y a des problèmes pas mal plus importants à régler au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de notre économie. Alors oui, tu sais, si c'était de prendre l'avion, d'aller à Ottawa, de signer un bout de papier, puis de revenir, puis ça prenait 2 heures, je le ferais, mais on sait que ça ne sera pas ça, parce que là, les péquistes vont s'énerver, tout le monde va s'énerver, on va vouloir changer la Constitution, et là, on s'embarque dans un discours de sourds qui finira pas. Alors donc, je ne sais pas pourquoi M. Couillard est si pressé de signer la Constitution. Moi, ça ne changera rien dans ma vie, ça ne changera rien dans la vôtre. Myriam, ça ne changera rien dans votre vie, si c'est signé ou si c'est pas signé. Alors, moi, je me dis, occupons-nous des gros problèmes, puis après, on verra. Avant de terminer, comment on devient membre du PCQ, du Parti conservateur du Québec? Alors, on va sur le site web du Parti conservateur du Québec, alors particonservateurquebec.org, et il y a vraiment 3 ou 4 façons de nous aider. On peut devenir membre. Alors ça, c'est 15 $, c'est pas cher. On peut donner des sous. Alors évidemment, avec la nouvelle loi, on est limité. On peut donner 100 $ maximum. Mais surtout, vous pouvez vous impliquer. Et moi, une des raisons pour lesquelles je viens vous voir, c'est que je veux savoir ce que vos auditeurs pensent. Les auditeurs africains de l'Afrique, puis d'ailleurs, les Haïtiens, tous ceux qui vous écoutent. On veut vous entendre. On veut que vous vous impliquiez en politique. On veut que vous fassiez partie de nos associations de comté, comme Ludovic l'a fait. Lui, il a levé la main, puis il a dit « Moi, je vais t'aider, Adrien. » Et donc, on veut vraiment vous entendre parce que Montréal, c'est une ville tellement multiethnique et c'est pas correct que ce soit seulement certaines communautés qui parlent. Qui n'est pas bien représentée, d'ailleurs. C'est ça. Alors, donc, on veut avoir une représentation de tout le monde, de tous les partis, de toutes les parties de Montréal et de toutes les communautés de Montréal. Alors, donc, c'est comme ça qu'on peut aider. Venez sur notre site web. Vous avez combien de membres en ce moment? On est rendu à 1000 membres, donc en l'espace de 3 mois. Merci de poser la question, Myriam. Oui. Alors, en l'espace de 3 mois, vraiment, on est passé pratiquement de 0 à 1000 et on continue là, on est en train de se structurer. L'important, c'est d'avoir des présences locales dans les différents comtés. Alors, donc, on organise des événements, mais on a besoin de gens qui veulent s'impliquer, qui veulent nous aider dans les différentes circonscriptions électorales. Je vois votre directeur national de la commission de financement qui lève son doigt. Il veut dire quelque chose. Ludovic Mbani. Oui. Oui. D'ailleurs, bonjour Myriam, bonjour Fulgence. J'ai accepté en effet ce titre énorme qui pèse que le chef du parti, le chef du parti, Adrien Pouliot, a bien voulu me confier, que j'ai accepté avec honneur et dignité. Je voudrais rajouter quelque chose sur l'implication de mes frères et sœurs
je commence par mes sœurs et frères africains. Oui. C'est Il que faut être très bref, on n'a pas assez de temps. Il va falloir, de toute façon, j'aurai une invitation spéciale Ludovic Mani ici. Pour venir parler de son poste. Oui. En fait, j'aimerais tout simplement inviter mes frères à s'impliquer davantage parce qu'il faut prendre corps là où les décisions se prennent. Je déteste à ce que l'on me dise ce que je vais manger demain si je ne sais pas comment aller le chercher. Comment aller le chercher, comment c'est. Il faut absolument qu'on s'implique. Alors impliquez-vous, c'est la meilleure façon. Merci beaucoup, monsieur Pouliot. Chef du Parti conservateur de Québec, Adrien Pouliot, merci d'être venu et d'avoir répondu à quelques questions. Comme je l'ai dit au début de votre arrivée, c'est le premier passage, mais pas le dernier. Ludovic, je vais vous contacter à ce que vous veniez parler de ce rôle, ce fardeau qui vous a mis sur la tête. Merci beaucoup. On va terminer en beauté. C'est la dernière chanson, je crois bien. Oui. Du côté de l'Afrique du Sud, avec une dame que Myriam Larache aime.